qui devraient être dépassés, qui sont anachroniques, malheureusement. Et ce n'est pas valoriser l'Occident de dire ça. Non, nous avons raté, nous sommes en retard de 2 ou 3 guerres, malheureusement. Mais nous avons raté nos indépendances, réellement. Si l'indépendance algérienne aboutit à la guerre civile qui a eu lieu pendant 10 ans récemment contre les intégristes, c'est que l'indépendance a été ratée. Les régimes indépendants ont raté le coche. L'Algérie qui a les plus belles terres, après l'indépendance, elle va chercher les tomates en conserve de Tunisie, qui est un tout petit pays. Ils ont raté l'indépendance. Je prends un exemple, mais c'est de la folie ce qui s'est passé, parce que l'État ne sait pas gérer les terres. Elle ne les a pas données aux gens pour qu'ils les gèrent. Et là, je parle de politique, mais sur le plan personnel, c'est pire. C'est pire. On a libéré la femme pendant la révolution algérienne, après on l'a enfermée, la femme. On l'a mise dans une prison, je m'excuse pour celles qui sont voilées, on l'a mise dans une prison qui est le voile, parce que le voile qui est obligatoire, qui est imposé, est une prison. S'il est choisi par quelqu'un, ce n'est pas une prison, parce que c'est un choix. C'est très différent. Voilà. Donc, soyons clairs sur ce point-là. Je ne suis pas contre les femmes voilées. Je suis contre les gens qui veulent absolument voiler la femme qui ne veut pas être voilée. C'est clair. Si la femme veut être voilée, c'est son choix. Elle est libre. Alors, comment j'installe tout ça? En fait, moi, je prends des personnages. Je vais essayer de lire parce que c'est écrit. Presque dans tous mes films, j'évite d'expliquer dès le début le drame qui est arrivé au personnage. Mais je le prends toujours à un moment où il est à la croisée des chemins. Chaque personnage de mes films est quelqu'un que je prends à la croisée des chemins, où il est face à un dilemme pour faire des choix. Est-ce qu'il se marie ou pas? Est-ce qu'il peut continuer à vivre après la prison et retrouver toute sa famille et recoller les pièces, ou non? Et ça ne dépend pas que de lui. Il y a tellement d'obstacles qui se posent à lui. Donc il est obligé et contraint et forcé de prendre une décision, de faire un choix. Et là, ces hésitations, ces douleurs, on commence à saisir sa défaite et la profondeur de la blessure cachée. La défaite dont je parlais tout à l'heure, elle est portée, selon le genre de défaite, par mes personnages. Si je prends Heshmi dans L'Homme de Cendre, Heshmi n'a pas envie de se marier, il est dans une hésitation énorme. C'est pas qu'il n'a pas envie, il se sent incapable de pouvoir se marier, parce qu'il ne se considère pas comme un homme. Et il dit, c'est quelqu'un qui vient dire, merde, je ne peux pas, il ne le dit pas, mais on le sent, parce que lui, il ne dit rien, en ce qui concerne son drame. C'est comme s'il disait, merde, je ne peux pas reproduire le système de mon père. Et le drame, c'est que ce personnage, comme tous les jeunes Tunisiens, du jour au lendemain, il passe de quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, qui est dominé par le père, à quelqu'un qui, à son tour, va prendre le pouvoir. Comment il va faire? Il n'est pas préparé. Il n'est pas préparé à prendre le pouvoir et être comme le père. Et ça, il fallait le dire. Et d'autant plus qu'il n'est pas préparé, qu'il a été violé. Et va savoir si dans cette génération de Heshmi, si tous les jeunes ne sont pas violés. Parce que c'est un système. Parce que la femme n'est pas accessible, c'est le jeune homme qui la remplace. Et c'est ça le drame. C'est ça qu'on ne veut pas dire. Et c'est ça qui a fait de nous des gens qui n'ont pas confiance en eux.
Youssouf Sultan, pareil. Youssouf Sultan, je le prends à un moment où il cherche la solution, il n'arrive pas à la trouver. Est-ce qu'il arrive à ramasser autour de lui les gens qui ont compté dans sa vie, qu'il a aimé, mais qui n'a pas, avec qui il n'a pas exprimé son amour, parce que dans son idéologie marxiste, la famille est réactionnaire. Il n'a pas vu que dans la famille, il y a un autre aspect, il y a un amour entre les personnes. Malheureusement, les idéologies parfois nous empêchent de voir. Si je prends le business, lui, qui n'arrive pas à abandonner ses relations avec le monde occidental, ses clients et ses clientes, est-ce qu'il peut construire une vie et fonder un foyer avec Romsa, sa fiancée, tout en entretenant des relations? Et le jour où Romsa, essayant de l'empêcher de faire ça, elle le défie et elle lui dit « moi aussi je vais faire ça ». Elle ne le dit pas, mais presque. Et elle va voir le type, un Français, un photographe qui était attiré par elle, il l'a prise en photo, il lui a volé son âme en volant les photos. C'est un peu ça, parce qu'il y a la magie du simulacre chez nous. Quand on voulait envoûter quelqu'un, on lui pique sa photo, c'est avec la photo que ça fonctionne. Et à ce moment-là, tout le système se détruit dans la tête de l'enfant, le business. Parce qu'il ne peut pas supporter que sa femme fasse ça. Et c'est ça tout le paradoxe et le porte-à-faux sur lequel est construit ce système. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de business. Moi je dis, dans chaque Tunisien, il y a, en été, je parle surtout l'été, dans chaque Tunisien, il y a un business qui sommeille. Pourquoi fait-il ça? Parce que malheureusement, on interdit les relations libres entre hommes et femmes tunisiens. Et pourquoi on les interdit? Pourquoi on les interdit? J'arrive pas à comprendre. Les jeunes ont envie d'être ensemble et les parents interdisent. Et les parents, quand ils étaient jeunes, ils rêvaient d'être ensemble. Et ils vont interdire ce qui était l'objet de leur rêve. C'est un peu ça la défaite de la mémoire, sur laquelle on construit toute la création. Parce que la création doit contribuer à nous sortir de ce merdier. Comment veux-tu gagner quoi que ce soit si tu es dans la défaite? Ta tête est dans la défaite, tout est dans la défaite. Amina dans Bent Familia, je ne sais pas si vous avez vu le film Bent Familia qui a pour titre en France tunisienne. Elle croise par hasard sa vieille amie du bac, du lycée, et 20 ans après, elle se croise dans un sanctuaire chez une grande dame qui prédit l'avenir. Et c'est le rêve de la jeunesse qui rejaillit. Elle a abandonné son rêve de jeunesse par un mariage d'affaires. Et d'un seul coup, ce rêve rejaillit. Et elle rencontre Haïdar, qui est divorcé et qui se bat et qui souffre dans cette société qui ne respecte pas le statut de la divorcée. Et Amina, aussi bien qu'Haïdar, a aussi mal à supporter cette éducation, cette filiation. Et elle a mal dans son corps, parce que son mari, quand il a envie de coucher avec elle et qu'elle est mal, il la viole. Et elle se met toute seule à pleurer. Et on appelle ça un acte d'amour, faire l'amour. C'est pas faire l'amour, c'est faire pleurer. Et ça fait partie d'une éducation, d'un corps dans la défaite. Dans ce cas, c'est surtout le corps des maris qui est pervers. Mais elle,
il a déversé en elle sa perversion, sa douleur, sa maladie. Je parle toujours psychologiquement, hein, je ne parle pas de maladie, de contamination. Je continue un peu parce que je sais que je prends beaucoup de temps, je ne regarde pas la montre. Dans Poupée d'archives, Amran, qui pour moi est un personnage essentiel dans mes films, Amran est l'exemple type du castré social, sexuel et tout. Et cet homme, je le prends aussi dans une situation absurde, où il est en train de faire, d'amener des filles chez les familles de Tunis, les filles, il les amène de son village lointain, avec son triporteur, et il en fait des bonnes couchantes. Bonnes couchantes, c'est pas pour coucher, ça veut dire bonne qui reste, qui habite là-bas, à la maison. C'est pas une bonne qui fait sa journée et qui rentre chez elle. On appelle ça bonne couchante, peut-être que le terme, c'est un terme français, les Français l'ont inventé. Il peut avoir un double sens, je ne sais pas, je n'ai pas vu. C'est pas le propos du... Si, c'est le propos du film, parce que une des filles a été aussi enceinte, elle est enceinte par un maître. Et les filles vont le pousser, il va aller à leur recherche, parce qu'elles sont aussi atteintes par le grain de rébellion. Elle se rebelle parce qu'elle ne supporte plus ça. Elle a dit, plus question que moi je dors par terre et il vient coller à côté de moi, non, plus question ça. Et la petite a écouté la grande et sa rébellion est grande. Mais au départ, c'était un rêve de partir à Tunis. Et elle va demander à Amran qu'il l'épouse pendant une semaine parce qu'elle est enceinte. Il lui répond, tu m'as coupé les jambes. Et après, il finit par l'accepter. Est-ce qu'on considère que c'est un meilleur homme ou c'est un mauvais homme qui a épousé et qui a accepté d'épouser une fille qui est enceinte de quelqu'un d'autre pour la sauver? Pour moi, c'est l'idéal, donc. Pour moi. Au moins dans la fiction. Si on ne peut pas l'avoir dans la vie, on l'a dans la fiction, au moins. Qu'on l'installe dans la fiction, qu'on le fasse aimer par le public, pour l'habituer à ces choses-là, à ces nouveaux héros, qui sont des gens méprisés, dévalorisés par la société, alors que c'est les plus valeureux. Donc, c'est à partir de là que je dis, moi je fais un cinéma de la défaite. Moi je prends les gens défaits, les gens perdants, les gens malheureux, les gens brisés, les gens cassés, même le terroriste, je prends quelqu'un qui refuse de faire l'acte. Et on ne parle jamais des gens qui refusent de faire l'acte. Moi je montre les gens dont on ne parle jamais. Et je les mets sous les projecteurs. C'est eux les nouveaux héros. C'est eux les héros qui vont nous sauver de cette société malade. Malade de ses fausses valeurs. Malade de son hypocrisie de valeurs. Alors, évidemment, si tu veux, on peut avancer un tout petit peu pour ne pas contrarier les temps. Parlons un peu de la construction de personnages, ça va nous intéresser. Alors, évidemment, tous ces personnages, dans ma tête, je ne les prends pas dans la réalité comme ça et je les mets dans le scénario. Justement, pour vous relancer, est-ce que vous faites par exemple des castings ou plutôt vous essayez d'écrire pour des noms que vous avez choisis au préalable? Ça peut arriver si le personnage correspond à un comédien ou une comédienne, je peux l'écrire en pensant à lui, mais sans lui en parler.
Parce que tant qu'on n'a pas de financement, tant que le film n'est pas sûr d'être fait, c'est pas la peine de faire de fausses promesses à des acteurs. Et on ne sait pas si au moment où on sera prêt, eux seront capables de répondre à ces besoins et comment ils vont être. Un film met parfois 2-3 ans. Moi, je me souviens beaucoup de fois, de beaucoup de cas, parce que j'étais assistant sur les films américains, sur les films français, sur les films tunisiens. J'ai eu des cas de femmes qui m'ont donné leurs photos, leurs fiches. Et un jour, elle vient, j'ai dit, il n'y a pas de casting. Non, elle m'a dit, je viens pour prendre ma photo, parce que je me suis fiancé. Oui, tu t'es fiancé, mais tu ne vas pas tromper ton fiancé en jouant dans un film. Alors là, c'est aussi un corps d'effet, c'est aussi une défaite. La confusion génétique dans la culture arabo-musulmane, je me réfère à Ibn Abi Diaf qui a assisté un roi tunisien est allé à Paris et il a assisté pour les festivités, pour lui faire honneur, a assisté à une pièce de théâtre. Et il a dit, ils ont amené les gens qui savent le mieux parler et curieusement, ils se sont moqués des gens du pouvoir. Je crois que c'était une pièce de Molière. Et il a dit, mais on ne comprend pas. À la fin, ils ont commencé à taper les mains. Donc, ils ne savaient pas, Ibn Abi Diaf ou Ma'adrak, ils ne savaient pas que ça c'est du théâtre, que c'est une représentation. Ils pensaient que c'est la vie. C'est-à-dire que déjà génétiquement, dans notre culture, nous confondons la vie avec la représentation. Et c'est normal qu'un comédien, une vingtaine de comédiens ont refusé dans L'Homme de Centre de jouer le violeur. Moi, violeur? Mais je dis, pas toi, le personnage qui est violeur. Toi, tu n'es pas violeur. Toi, tu vas jouer un mauvais rôle pour une cause juste, pour une cause noble. Hein? Tu es plus respectable que celui qui joue le beau rôle pour une cause noble. Tu es plus respectable parce que tu as sacrifié le regard social posé sur toi. Parce que tu as payé cher ta contribution à ce travail, disons, noble, à cette cause noble. Mais ça, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Pareil, j'ai eu le malheur de mettre Salma la Bonne. Et bien, celle qui allait jouer Salma m'a dit, non, moi je ne suis pas la bonne. Mais j'ai dit, mais tu as lu le scénario, c'était une bonne, c'est pas parce que j'ai ajouté bonne, personne ne va l'appeler par bonne, mais pour être clair, pour moi, hein, non, je ne joue pas la bonne, moi. Tu joues quoi? Tu joues la mauvaise? Ça, c'est une des blessures du corps, une des blessures de l'esprit. C'est cette histoire de représentation est une défaite de la mémoire. Alors, évidemment, je prends un personnage, mais avant d'écrire, je le construis. Je le construis, c'est-à-dire, j'ai son présent. Il est dans ma tête, qu'est-ce qu'il va vivre dans le film. Mais j'ai besoin, pour écrire ça, de savoir qu'est-ce qu'il a vécu les 20, 25 ou 30 ans avant le début du film. Qu'est-ce qu'il a marqué? Le personnage, pas l'acteur. Qu'est-ce qu'il a vécu? Quelles sont les choses qui l'ont marqué? Parce que ça lui donne des racines. Parce que même l'acteur, quand tu construis avec lui le personnage, quand tu dis action, ou tu dis en place, s'il vous plaît, il sait, en mettant les pieds, dans quel personnage il est. Il a des repères qu'on a fait ensemble. Ça lui facilite d'entrer dans le personnage. Sinon, il va jouer lui, sa vie, sa manière d'être lui, ou ce qui lui plaît. Évidemment, il faut que le réalisateur s'en aperçoive, il faut qu'il soit vigilant, parce que ça va rompre
les évolutions psychologiques, etc. Il va être hors film. Et moi, avant d'écrire, je construis en détail, même si on n'en parle jamais dans le film, je construis en détail la sexualité du personnage. Et quand je dis la sexualité, l'absence de vie sexuelle est une sexualité encore plus dramaturgique qu'une sexualité riche. Elle est plus dramaturgique. Comment elle est vécue par lui? Sur quoi il fantasme? Qu'est-ce qu'il fait quand il est dans son lit tout seul, dans les draps froids? Comment il se chauffe? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il vit ça? Comment il regarde les filles? Comment il regarde les garçons? Comment il réagit quand on dit une blague à propos d'une fille? Mais tout ça est important. Quel est son rapport avec, si les garçons, quel est son rapport avec son père et avec sa mère? Si c'est une fille, pareil. Comment il était quand il était enfant? Est-ce qu'on le mettait dans le lit des parents ou est-ce qu'il est mis séparément? Comment il a vécu ça? Une chassée du paradis? C'était quoi? Il faut que je construise ce personnage sans me référer à quiconque. Il existe, il a son identité, il a son vécu. Et après ça, l'écriture, c'est 10 pages par jour. En 10 jours, j'ai écrit le scénario parce que j'ai tout. Je les connais parfaitement. Je sais qu'est-ce qu'ils peuvent dire et qu'est-ce qu'ils peuvent ne pas dire. Je sais comment ils vont réagir. Ils ne vont pas dire des clichés. Ils vont dire ce qui émane de la profondeur du personnage. Et ça, c'est essentiel. J'étais très fier et content un jour, Sabri, je la regardais dans une chaîne NBC, je crois, elle parlait, on lui posait la question, comment tu fais pour être très bien dans le rôle? Et elle a répondu, elle m'a rendu hommage, j'étais très content. Parce que moi, je l'ai découverte et je l'ai présentée à mon fils. Donc ses parents étaient des amis à moi. Et elle venait toute petite à la maison, et moi je disais à mes parents, celle-là, elle va devenir comédienne, elle va faire du cinéma. Elle a dit, j'ai travaillé avec Noé Bouzid, et il m'a dit qu'on va construire le personnage. Et je lui ai dit comment on va faire, il m'a expliqué, et depuis, il m'a conseillé, même si les réalisateurs ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils tournent sans arrêt, fais-le toute seule. Construis ton personnage. Donne-lui un passé avant le film. Au moins, les 2 ou 3 événements qu'il a vécus dans son passé et qui l'ont marqué, le personnage. Tu le construis. Au moins, pour le rendre crédible. Et depuis, elle fait ça, toute seule. Quand elle est avec Youssouf Chahine, qui prend du temps pour faire un film, oui, mais elle n'a pas travaillé avec Youssouf Chahine, malheureusement. Mais quand elle fait les films commerciaux égyptiens, on passe d'un film à l'autre. Et elle n'a pas le temps de construire avec le réalisateur, elle le fait toute seule. Voilà. Et c'est pas étonnant qu'elle est classée maintenant la première en Égypte. Parce qu'elle travaille avec méthode. Je n'ai rien inventé, cette histoire, c'est pas une invention de ma part. C'est un travail logique de construction. Sinon, qu'est-ce qu'on va travailler avec le comédien? Si on prend le comédien quelques mois avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter quoi? On va d'abord déterminer comment il va jouer le personnage. Et pour le déterminer, il faut lui faire un passé. Au moins, tu lui dis qu'est-ce qu'il a fait, les études, le look, la timidité, le caractère, tout ça, c'est essentiel. C'est essentiel, sinon, il n'est pas crédible. Sinon, c'est pour ça qu'on voit parfois les acteurs égyptiens qui sont les mêmes d'un rôle à l'autre. Et parfois les mêmes répliques. Parfois les mêmes répliques. Parce qu'il faut faire le film en 4 semaines, tout, voilà. Sinon, le film va être perdant. C'est un cinéma de marché et le financement doit être à la mesure des recettes. Et les recettes, c'est les pré-ventes. Si on n'a pas ramassé beaucoup d'argent, à un certain moment, il y a eu un cinéma bizarre.
qui s'appelle le cinéma des entrepreneurs en Égypte, dans les années 70, où ils font le film avec l'argent de la publicité. Quelle publicité? Ils font des DVD pour l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe à l'époque, où à l'intérieur il y a des plages publicitaires dans le film, dans le DVD. Et l'argent qu'ils gagnent des plages publicitaires, ils font le film avec ça, rien qu'avec ça. Et ça s'appelait le cinéma des entreprises, des entrepreneurs, cinéma al-Muqawalat. Évidemment, c'est la pire période du cinéma égyptien. Et heureusement qu'à côté de ça, il y a les films des grands auteurs de cinéma, comme Tafir Salah, comme Chahine, comme Chedi Akselem, qui sont faits autrement, et aidés par la société nationale qui a vite disparu. Après la mort de Nasser, elle a disparu. La privatisation de tout, voilà. Alors, maintenant, je vais passer, pour aller plus vite, parce que la construction du personnage, on peut passer des jours à en parler, selon les cas, etc. Parce qu'il faut aussi, dans la construction du personnage, qu'on détermine quels sont les accidents de parcours qu'il a vécu, le personnage. Parce qu'on a tous vécu des accidents de parcours qu'on n'ose pas dire. Est-ce qu'il se dit ça ou pas? Donc, finalement, quand je prends un personnage de la réalité, à la fin, il n'est plus ce personnage-là. C'est un autre personnage. Parce que la vie n'est pas dramaturgiquement juste. Pourquoi? Parce que dans la vie, on a un drame et on s'accommode de ce drame sans le régler. Jusqu'à la mort, parfois. Si on a un drame avec son père ou sa mère, on accepte, on s'accommode, on vit comme ça, et puis c'est tout, et puis c'est fini. Dans la dramaturgie, non. Les lois de la dramaturgie veulent que le conflit soit réglé avant la fin du film. Sinon, on va te dire, mais oui, mais ton histoire, elle finit pas, hein. Ou alors, tu fais un film qui dure des semaines, la durée du film. Et ça, c'est presque une obligation des auteurs de respecter ces règles de la dramaturgie. Les règles de la dramaturgie veulent qu'il y ait un conflit principal. Et moi, je préfère, dans mes personnages, je prends d'ailleurs les personnages tous, je les prends, je choisis un personnage conflictuel. Qu'est-ce que ça veut dire conflictuel? C'est-à-dire qui porte le conflit en lui. C'est-à-dire le conflit n'est pas seulement avec quelqu'un, mais il est aussi avec soi-même. C'est-à-dire c'est à la fois un conflit extérieur et intérieur. Et ça rend le conflit plus fort. Le conflit, quand on a un conflit avec son père, on va vivre un conflit intérieur où j'hésite. Est-ce que j'ai le courage d'affronter mon père ou pas? C'est un conflit qu'on vit, c'est un dilemme qu'on vit longuement. Est-ce que j'ai le courage d'affronter la famille de ma femme, qui est insupportable? Ou est-ce que j'ai pas le courage? Parce que ces gens-là, je ne les ai pas choisis. J'ai choisi la fille. Je ne connaissais pas ses frères. Ça peut arriver de se tromper. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver surtout dans la fiction. Est-ce que j'ai le courage ou pas? Et avoir le courage ou ne pas avoir le courage, c'est un enjeu de film important. Ça rend le personnage conflictuel. Il porte en lui le conflit. C'est pas comme un film policier où on règle une énigme et le policier, il est extérieur à cette énigme. Et dans un autre épisode, il va avoir une autre énigme. C'est pas la même chose. Ça, c'est un conflit extérieur. Dans la dramaturgie enracinée, où on construit le personnage doit être conflictuel. Voilà. Je ne dis pas tout, parce qu'il y a beaucoup de détails, sinon on va passer une journée. Justement, juste pour vous relancer. Juste pour vous relancer, le personnage est avant tout un être humain. Donc, la forme de l'acteur, par exemple, varie de jour au lendemain. Donc, vous, en tant que réalisateur, surtout dans des films comme les vôtres,
C'est-à-dire, le risque de s'écarter du personnage est fréquent. Donc vous faites quoi justement pour le cadrer, le laisser dans le même... de garder la même direction? D'abord par la construction du personnage, et parce que cette construction, je la fais avec lui. Je me la fais tout seul quand j'écris le scénario. Mais avec lui, il faut qu'on fasse le même film. Donc, il a en tête, je le rappelle, je le charge, je le prépare pendant le moment juste avant de tourner un plan, je le charge, je le mets en condition, je lui rappelle qu'est-ce qu'il a vécu, etc., qui colle à cette séquence. Et quand il est prêt, quand je sens qu'il est chaud, je tourne. Et quand je tourne, je ne répète pas. Je répète juste pour... parce que j'ai répété avec lui avant, tout seul, avant les journées de tournage. Là, la première prise est la bonne. Parce qu'il est là-dedans. Si je répète plusieurs fois, ça va devenir un peu mécanique. Mais, alors là où je veux quand même développer un tout petit peu, c'est comment la structure du personnage rejaillit ou imprime la structure du film. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je raconte. Je peux paraître un peu... par exemple, quand il s'agit de L'Homme de Cendre, la première version de L'Homme de Cendre, il y avait Heshmi, il n'y avait pas Farfat. Je me suis dit, non, il lui manque un confident et un témoin, parce que c'est important qu'il ait un témoin qui a vécu la même chose. Et en même temps, je le fais un peu différent. L'un est introverti, l'autre extraverti. L'un est intérieur, l'autre est volatile. Il s'appelle Farfat, qui veut dire farfallo en italien. Farfat, c'est le papillon. En Tunisie, c'est le papillon. Et ça fait un film avec un double axe. Le film s'articule entre deux axes, l'axe de Heshmi et l'axe de Farfat. Et la manière de filmer, Heshmi, je dois, pour arriver à lui, je contourne un obstacle pour le découvrir. Presque souvent, j'utilise cette technique dans le film. Un mouvement où j'entre et je le trouve derrière un obstacle. Pour le Farfat, je le trouve, je monte avec lui, il ne supporte pas les toits. Il est sur les terrasses. Mais tout ça n'était pas un calcul. C'était comme ça que je les voyais. Et après, parce que c'est compliqué, là j'arrive à un âge où je me sens capable de m'auto-analyser avec mes films. Mais à l'époque, je n'arrivais pas à analyser mes films. C'était encore des choses auxquelles je n'avais pas d'explication. C'était presque inconscient, inné. La dramaturgie était consciente. Juste une parenthèse pour expliquer aux gens ce que c'est que la dramaturgie. Tout le monde connaît ce que c'est que la dramaturgie. La dramaturgie, c'est une science. C'est la science du développement du conflit principal entre des personnages jusqu'à l'éclatement du conflit. C'est ça, l'évolution de cette escalade, c'est la structure dramatique du film, dramaturgique du film. Et évidemment, le conflit principal n'est pas le seul conflit. Il est émaillé de conflits secondaires qui vont influencer. Je peux, moi, être en conflit avec ma femme, et quand je discute avec mes parents, ma mère est avec ma femme, et ça devient un conflit secondaire avec ma mère. Le conflit principal est avec ma mère, mais le conflit secondaire est avec, il est avec ma femme, et le conflit secondaire, il est avec ma mère. Et parfois, mon père peut être en conflit secondaire avec ma mère parce qu'il n'est pas d'accord, il est d'accord avec moi. Vous comprenez? C'est cette complexité qui fait que les personnages existent et se construisent et tissent un lien. Parce que tous les personnages qui sont dans le film, moi je pars du personnage principal. Et pour moi, le personnage principal, le protagoniste que j'ai construit,
il porte le patrimoine génétique du film. C'est-à-dire, tous les autres personnages, d'abord le conflit principal, il le porte en lui. Quand c'est un viol, il le porte forcément, il ne peut même pas s'en débarrasser. Quand c'est de la torture, comme dans Sabre au Nord, c'est pareil. Le business, il est souillé pour sa famille. Il le porte en lui. Et tous les personnages qui sont dans le film répondent aux besoins du personnage principal. Il a besoin d'amis, je mets des amis. Il a besoin d'une famille, je mets la famille. Il a besoin, mais tout jaillit de lui. Il n'y a pas de personnages qui n'ont pas un passé ou un vécu avec le protagoniste. Je ne fais pas de personnages qu'il croise comme ça par hasard, et la construction dramatique ne supporte pas beaucoup les hasards. Ça peut exister, mais si tu commences ta carrière par un film où les rencontres se font par hasard, on va douter de tes capacités de construire. Une fois que tu as fait tes preuves, tu peux t'amuser comme tu veux. C'est vrai, ça c'est une règle pour tout le monde, et d'ailleurs on les voit, les réalisateurs de talent, les grands auteurs, plus ils avancent dans la carrière, plus après leurs preuves, ils peuvent se perdre. Quand tu compares Kiarostami, ses premiers films, et maintenant, c'est pas la même chose. Il s'est permis maintenant de faire un film sans raconter une histoire. Alors que dans Où est la maison de mon ami ou dans Close-Up, il y a une histoire. Et une histoire bien ficelée. Et les courts-métrages, pareil. Donc, c'est une évolution. Les auteurs, c'est comme un travelling avant. Ils vont en s'approchant de leurs personnages. D'un film à l'autre, ils s'approchent de plus en plus des personnages. Jusqu'à se mettre à traquer les choses abstraites dans le personnage. Et ça, c'est très important à comprendre. Et, par exemple, quand on prend Sabre au Nord est un exemple parfait de film subjectif, écrit et raconté du point de vue du personnage central. Et comme L'Homme de Centre, il est raconté à la première personne, qui donne l'impression que c'est un film autobiographique. Et ce n'est pas autobiographique, c'est un choix que ce soit à la première personne. Et Sabre au Nord, parce qu'il est complexe dans sa structure a été imposée à moi, c'est imposé à moi, par la structure psychologique du personnage central. Le personnage central, il sort de prison. Pendant combien d'années il était loin de ses enfants et de sa femme, parce qu'il était caché, etc. Après, il fait la prison, il sort de prison, il veut aller les voir. Mais il écoute des choses dans le style, mais quand on avait besoin de toi, tu n'étais pas là. Qu'est-ce que tu viens chercher là? Il ne trouve pas ce qu'il cherche. Et même Sraïr, le tisserand qui est au fond, qui est donc le voisin, le valet de la famille, va lui tirer les oreilles presque, sans le vouloir, en lui disant on comptait sur toi pour te changer, mais on attend encore. Mais il le dit avec beaucoup de naïveté. Et le film est construit comme ça. Il essaie de ramasser les pièces cassées, et il est affronté à une image violente, et les pièces se détruisent. Et le film se construit en se détruisant, et se détruit en se construisant. Il est comme ça. Et les images chocs, c'est soit des images de torture qu'il a vécues, et lui, il est identifié au cheval de sa compagne, amie, qui a un cheval de course, qui est blessé, et ce cheval de course va être abattu dans les abattoirs. Et dans le film, les images des abattoirs, quand les chevaux sont abattus, c'est des images très violentes, choquantes. On voit jaillir le sang, on écoute les ronflements du sang qui jaillit. Je me souviens quand le film est passé sur Channel 4, il est passé plusieurs fois sur Channel 4,
Ils l'ont repassé 2 fois. D'abord, ils avaient participé un peu au financement au départ, et ils l'ont passé 2 fois. Quand il y a eu la guerre du Golfe, ils ont choisi quelques films tunisiens et arabes pour montrer les Arabes aux Anglais pour comprendre mieux la guerre qui s'est passée. Et ils ont averti, attention, il y a des scènes insoutenables, égorgées. Or, pour nous, égorger n'est pas insoutenable. On le fait tous les... En fait, la fête, on égorge. N'est-ce pas? Donc, c'est pas un truc choquant, égorger. Mais pour les Occidentaux, ils n'assistent pas à l'abattage. Ils mangent la viande, mais ils ne voient pas qu'il y a un animal qui est tué là, dans la viande. Ils font pas le lien. Je te jure. Mais comme ma fille, un jour, elle a fait le lien entre, elle a vu égorger le mouton, elle ne veut plus manger de la viande. Parce que cet agneau-là, elle l'a aimé. Elle dit, mais c'est pas possible, je vais pas, vous n'allez pas les manger. Et pour le manger, allez au diable, je ne mange plus de viande. C'est vrai, je te jure. Il a fallu qu'elle passe par la viande hachée, etc., pour qu'elle ne sente pas que c'est de la viande. Mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Imaginez, elle n'est pas... ses parents sont tunisiens, hein. Sa maman est tunisienne. Donc, c'est pas une fille à moitié occidentale. Non, non. Elle est... Donc, le film est construit de cette façon-là. Il y a la mémoire qui vient choquer le présent et détruire cette tentative de construire. Ça se détruit. Et le film est comme ça. Le film, pour moi, c'est un exemple à étudier pour les films. Malheureusement, il n'est pas programmé, mais j'ai amené le DVD, je le laisse ici. Ils peuvent le passer un autre jour, mais ceux qui veulent un peu faire l'effort de comprendre, parce que il n'est pas difficile à comprendre, mais on n'a pas l'habitude de voir un film arabe complexe. Tellement le film arabe nous a été, on est élevé dans le film arabe mélodramatique, facile, on nous mâche tout. On ne laisse pas réfléchir. Si on réfléchit, c'est mieux. Le film, on ne l'oublie pas. Et pareil pour tous les films, pour la guerre du Golfe et après, la partie que j'ai faite moi, qui est Wasakata Shahrazad al-Kalam al-Bouber, j'ai traduit ça par un titre français qui est C'est Shahrazad qu'on assassine. C'est fait en un plan séquence dans plusieurs décors. Et c'était en 35 mm à l'époque, il n'y avait pas malheureusement le numérique. Et j'ai fait avec une Steadicam un plan très complexe. Et en fait, le personnage principal, c'est la caméra. Et la démarche, parce que ces personnages sont tous éparpillés, perdus, qui vont se retrouver pour un dîner de Ramadan avec le frère qui est rentré, qui est médecin, qui était volontaire à Bagdad et qui est rentré et qui est complètement détraqué. Et entre les membres de la famille, les rapports sont venimeux. Parce que chacun prend position. Sont divisés par les positions. C'est ça le film. Donc, je peux prendre un autre type de construction que j'ai utilisé aussi bien pour Bent Familia. Dans Bent Familia, Aïda représente presque ce qui peut arriver à Amina, divorcée. Et quel est le statut de la divorcée? Et qu'est-ce qu'elle subit? Et Amina est le passé d'Aïda. Et Aïda retrouve un peu de ce qu'elle a rêvé avant. Malheureusement, elle dit, mon mari, ce film-là aussi n'était pas programmé. Mon mari, il aimait quand je couchais avec lui avant le mariage, mais après le mariage, quand je fais du bruit en faisant l'amour, il me dit, mais qui t'a appris ça? Il a oublié que c'est lui qui lui a appris. Pour lui, elle doit avoir appris ça quelque part. Comment elle peut oser quand même, tu es devenue ma femme, il faut fermer ta gueule.
Mais vous imaginez, mais ça, c'est des choses que je n'invente pas, mais je place. Je les utilise comme matériaux de construction. Dans un film qui veut témoigner, moi mes films c'est vraiment des témoignages. Je suis un témoin de mon présent. Je n'ai pas fait de film sur le passé, je n'ai fait des films. Tout à l'heure elle me parlait du prochain projet, je lui ai dit je ne veux pas tourner en Syrie, même si les filles reviennent de Syrie, parce que je ne veux pas tourner dans un espace que je ne connais pas. Je ne peux pas, c'est impossible. Pour moi je veux les prendre au moment où elles arrivent. Et je ne veux pas filmer un événement qui a existé. Moi, je ne reproduis pas des événements. Moi, je veux devancer les événements, anticiper sur les événements. Et c'est pour ça que la partie de leur retour, c'est de la fiction. On ne sait pas ce qui s'est passé pour elles, les filles. Et moi, je vais imaginer quelque chose. J'ai le droit d'imaginer. Hein? Rien que pour les mettre au point, donc c'est là où on parle de jihad nikah. Les filles qui ont fait jihad nikah et qui sont rentrées en Tunisie, les deux portent un enfant. Mais encore tout petit.